Alors, bonjour tout le monde, chers amis. Donc, je suis Nabil Mekavi, enseignant-chercheur au département de génie civil de l'école média d'ingénieurs, actuellement au Japon pour mes travaux de recherche scientifique. Et on est aujourd'hui le dimanche 18 octobre 2020, il est exactement 11h05 heure marocaine, et je déclare l'ouverture du webinaire intitulé Entretien d'embauche, ce qu'il faut savoir. Donc aujourd'hui, il y a deux anciens qui sont aussi administrateurs dans le groupe Aimé Civil Alumni, qui vont partager avec nous leur expérience très riche parce qu'ils ont tous les deux plus de 10 ans d'expérience. Donc la première conférencière est Madame Iman Zrak, à qui je demande de s'auto-présenter. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est Iman Zrak. Alors, il y a quelques années, sur la même bande d'essai. Donc il y a eu une petite coupure de connexion chez Madame Iman, donc on attend que sa connexion se rétablisse. Donc sinon on peut passer au deuxième conférencier en attendant que Madame Iman se reconnecte. Donc le deuxième conférencier que vous connaissez certainement, c'est Monsieur Mouli Abdelhak, de par sa chaîne YouTube ou bien sa conférence qu'il a animée à l'école Mohammedia l'année dernière. Donc je cède la parole à Monsieur Mouli Abdelhak pour s'auto-présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Abdelhak Mouli, je suis actuellement directeur technique du groupe Doha en Guinée. J'espère que le son est bon, vous m'entendez? C'est la vie, vous m'entendez? Oui, c'est Ok, bien transmis. d'accord, c'est bien. Donc je suis actuellement directeur technique du groupe Doha en Guinée et c'est là où je suis basé. Je fais partie de la promotion 2001. Voilà, sinon avant j'étais directeur en travaux chez la société SGTM au Maroc. J'étais aussi chef de projet chez la société Panoro Développement. Et j'étais également chef de secteur de la part de béton avant sa fusion avec Antin. Voilà, sinon je suis auteur de plusieurs articles dans le domaine du génie civil que j'ai publié dans des magazines marocains. Et voilà, donc en gros. Merci Serge, merci beaucoup. Euh, Et donc je pense que je vais repasser la parole à Madame Iman Zrak, je crois qu'elle s'est reconnectée. Madame Iman, Oui, je suis là. voilà, donc ça, il y avait une petite interruption. C'est les aléas des webinaires, je suis désolée. Ok, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc du coup, durant quand tu t'es déconnecté, donc on a passé la parole à Monsieur Moulin pour se présenter. Donc maintenant, on va vous recéder la parole pour se présenter. Donc à vous la parole, Madame Iman. Ok, alors, ça marche. Alors, c'est Iman Zrak, je suis de la promotion 2009 de l'école Mohammedia d'ingénieurs, génie civil, section hydraulique. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille dans le secteur des canalisations d'eau, à travers plusieurs structures nationales, internationales, en passant par un bureau d'études, par deux usines de fabrication des canalisations d'eau. J'ai occupé plusieurs fonctions allant du technico-commercial, suivi des travaux sur chantier, développement de produits, développement de business, d'affaires et d'activités. Donc aujourd'hui, je suis responsable de performance industrielle. Donc j'ai balancé un peu au secteur industriel au lieu du foncier et du génie civil, on va dire. Et je suis en cours de formation MBA à Toulouse Business. Donc voilà, je suis mariée avec deux enfants et ça me fait plaisir de participer avec vous aujourd'hui au webinaire sur l'entretien d'embauche, qui est une étape, comme je le comprends très bien, c'est une étape essentielle et importante dans la vie de l'étudiant aujourd'hui et de tout diplômé dans sa carrière. Voilà, merci Madame Iman. Et le plaisir est partagé bien sûr entre tous les participants, y compris les élèves, les anciens, les fraîchement diplômés. Donc merci à vous, Monsieur Mouli Abdelhak et Madame Iman Zrak pour cette présentation.
Et donc maintenant je vais passer à l'étape suivante. Donc je vais parler un peu de l'organisation du webinaire, comment on va s'organiser, de quoi on va parler et comment on va interagir entre nous. Voilà. Donc la première chose, c'est le cadre du webinaire. Donc comme vous l'avez su dans le titre, donc c'est entretien d'embauche. On va parler des entretiens d'embauche. Mais quand on dit entretien d'embauche, il y en a plusieurs. Il y a des entretiens, par exemple, pour un poste dans une société privée. Il y a des entretiens pour la fonction publique, par exemple. Il y a des entretiens aussi pour les stages, pour les élèves. Donc il y a plusieurs types d'entretiens. Mais je dirais que tous ces types d'entretiens, ils ont beaucoup de points en commun, que ce soit la convocation, la préparation à l'entretien, le déroulement de l'entretien lui-même. Sauf que l'entretien pour les entreprises privées, il est plus, je dirais, il est plus délicat. Et c'est le cas le plus, je dirais, parfois difficile à gérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut surtout négocier le salaire. Parce que quand on parle de stage, généralement, il n'y a pas de salaire, sauf si on est dans un autre pays où la rémunération des stages est obligatoire, comme en France par exemple. Mais sinon, on ne parle pas de rémunération. Et même si quand il y a une rémunération, elle est fixée. Et pour la fonction publique, généralement, quand il y a des entretiens qui sont dans la majorité des cas après le concours, parce que je rappelle que la fonction publique, donc on y accède via des concours, et ceux qui sont sélectionnés après un concours, donc ils passent des entretiens. Mais ces entretiens, ils sont pas très délicats dans le sens où on ne va pas négocier le salaire, parce que le salaire de la fonction publique, il est déjà défini, et tout le monde peut le consulter dans le site du ministère des Finances. Voilà. Par contre, un entretien dans une entreprise privée, il est plus délicat parce que le candidat, il doit se vendre, il doit présenter son profil de la meilleure manière et il doit très bien négocier ses salaires parce qu'il y a une certaine balance entre l'employeur et le candidat. Donc c'est l'entretien que je dirais le plus difficile à gérer. Donc du coup, on va se focaliser sur les entretiens pour la fonction privée. Et qui dit entretien dans la fonction privée, bien sûr, il y aura beaucoup d'informations qui sont communes aussi pour les entretiens, que ce soit pour les stages ou bien pour la fonction publique. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne va pas parler de tout ce qui se passe à l'amont ou bien à l'aval des entretiens, c'est-à-dire la recherche d'emploi, la préparation du CV, tout ce qui se passe une fois qu'on est recruté chez l'employeur. On ne va pas discuter de cela aujourd'hui. Peut-être qu'on va le faire dans un autre webinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la phase depuis la convocation à un entretien jusqu'à la signature éventuelle du contrat à la fin. Voilà. Tout ce qui se passe entre ces deux phases, on va en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Deuxième chose, l'objectif du webinaire. Donc l'objectif, c'est pas de présenter une solution magique, la solution parfaite, qui va servir à tout le monde pour n'importe quelle circonstance. C'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on va juste présenter des conseils, des suggestions, des retours d'expérience, de par l'expérience très riche des conférenciers d'aujourd'hui, qui ont tous les deux plus de 10 ans d'expérience, et M. Mouli, il a à peu près 20 ans d'expérience. Donc on va présenter des conseils, les questions les plus fréquentes, comment plus ou moins les gérer. Donc je sais qu'il y a beaucoup de circonstances, donc on ne va pas donner la solution magique, hein. C'est juste des conseils, des suggestions, et chacun il doit utiliser ses conseils, ses retours d'expérience selon les circonstances qui lui sont offertes. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est la durée. Donc comme vous l'avez vu dans le programme qui a été affiché au départ, on va se limiter à 1 heure durant tout webinaire, et donc on va aller directement au but. La dernière chose, c'est les questions et réponses. Donc, comment on va s'organiser? Donc, moi, je suis le modérateur, donc je vais gérer la parole et je vais céder la parole au conférencier pour qu'il parle du sujet en question. Et vous, chers participants, donc vous pouvez interagir, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez via le chat de l'application. Donc, il y a un onglet qui est à droite de votre écran qui s'appelle chat. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est-à-dire qu'il faut l'activer. Et dans cet onglet, on peut écrire toutes les questions qu'on veut. Par exemple, maintenant, je vais écrire, si vous voyez le chat actuellement, donc je vais écrire par exemple, première phrase, convocation, un entretien. Voilà. Je suppose que vous tous, vous pouvez lire ce que j'ai écrit maintenant. Première phrase, convocation à un entretien, ouverture des questions. Voilà. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez écrire toutes les questions que vous voulez. Donc, une fois que les conférenciers vont commencer à parler,
vous pouvez écrire toutes les questions qui concernent la convocation d'un entretien. D'accord? Et une fois qu'on va terminer cette première phase, on va passer à la deuxième phase qui est la préparation à l'entretien. Donc voilà, chers participants, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit n'importe quelle question. Hein. Donc soyez vraiment libres, ouverts, posez toutes les questions. Les conférenciers d'aujourd'hui, ils sont ici pour répondre à toutes vos questions et partager avec vous leur expérience professionnelle. Ok, donc sans trop tarder, on va passer au vif du sujet. Donc les entretiens d'embauche. Et du coup, on va commencer par cette première phase qui est la convocation à un entretien. Donc, un candidat, un élève ou bien un ingénieur fraîchement diplômé ou bien ancien, donc après une longue recherche d'emploi, donc il a pu décrocher un entretien. Donc il a été convoqué pour un entretien. Donc la première chose, comment il doit interagir avec cette convocation d'un entretien, soit par email ou bien par appel téléphonique. Qu'est-ce qu'il faut préparer, quelles sont les questions qu'il faut poser, quelles sont les informations à retenir durant une convocation d'entretien. Donc tout ça, donc je vais céder la parole à la première conférencière, Madame Iman Zrak, pour nous donner un peu, selon son retour d'expérience, comment il faut gérer une convocation à un entretien. Et en parallèle, donc chers participants, vous pouvez commencer à écrire vos questions par rapport à ce sujet. Donc Madame Iman Zrak, à vous la parole. Alors, comme tu as parfaitement dit, Nabil, alors la convocation à l'entretien, ça peut être par mail ou ça peut être directement par appel téléphonique. Donc, si c'est un appel téléphonique, donc on est en direct avec la personne, on retient le poste, la société parfois, parce que des fois c'est pour une holding qui vous appelle directement et on ne connaît pas très bien quelle filiale vous convoque. Donc, on demande clairement l'entreprise, le poste exact. On a beau faire des candidatures pour différents postes sur Internet, et de fois on oublie, c'est la réalité, de fois on oublie pour quel poste vous avez postulé et pour quel poste cette société elle-même nous appelle. Donc on demande pour quel poste, exactement le titre du poste. On demande la personne avec qui on va avoir l'entretien, c'est-à-dire est-ce que ça va être les ressources humaines en premier, ça va être un responsable technique, ça va être le responsable hiérarchique, le futur responsable hiérarchique direct. Et on n'hésite pas à demander aussi si ça va être le premier entretien ou bien le processus de recrutement en général. Est-ce que c'est le premier, parce que ça va être le seul, est-ce qu'on aura un entretien avec tous les responsables ou juste avec les RH. Alors, qu'est-ce qu'on demande aussi? Toujours je précise par appel téléphonique et après je passerai à la convocation par email. Donc, quand on a en face la personne sur le téléphone, donc on lui demande aussi le lieu, bien sûr, c'est où, ça peut être, il y a peut-être plusieurs offices, plusieurs structures, dans quelle administration exacte on va avoir l'entretien, l'heure bien évidemment, l'heure exacte, voilà, l'heure exacte, le lieu, voilà, en gros c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il faut préparer comme élément, on va le voir dans notre partie de la préparation à l'entretien. Par contre, je passe à l'autre possibilité, c'est d'avoir la convocation par mail. Mais généralement, même si on reçoit un mail de convocation à l'entretien, on reçoit un appel quand même. Sauf que si on reçoit l'appel et on reçoit le mail en même temps, on a besoin quand même de répondre par mail après, par la suite, pour remercier la personne de nous avoir convoqué ou pour confirmer justement notre venue à l'heure exacte et au lieu requis. Donc on peut décliner, c'est-à-dire il n'y a pas de souci si on dit qu'on n'est pas disponible ce jour-là ou à cette heure-là, on peut très bien lui proposer une autre date ou une autre heure, et il aura par la suite, cette personne-là, elle aura par la suite besoin de confirmer aussi avec la personne qui va vous interviewer. Donc il n'y a pas de souci de décliner, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire oui dès le premier coup, donc il n'y a pas de problème à ça. Et voilà, et c'est ça on reçoit par mail, donc toutes les informations qu'on avait demandées par téléphone que je viens de présenter, on peut très bien les poser par mail aussi, mais à part la suite, comme j'ai dit, il faudra envoyer un mail de remerciement a posteriori pour dire merci pour votre appel téléphonique ou bien merci pour l'intérêt que vous portez à ma candidature et je vous confirme ma venue, comme j'ai dit, ou ma disponibilité pour l'entretien
dans une me convoquer. Donc voilà, c'est les éléments, je pense, essentiels. Je laisse la parole à Krap s'il a d'autres éléments complémentaires à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Non, je n'ai pas d'éléments de plus par rapport à ça. Exactement, Oui. exactement. Donc, ce qu'a dit Madame Iman, il englobe à peu près toutes les informations en fait qu'on doit retenir durant une convocation d'entretien et comment il faut interagir. Et aussi le mail de remerciement que vous avez cité, c'est très important. Ça montre qu'on est en fait qu'on a un comportement professionnel. On sait ce qu'on dit, on sait interagir. Et juste pour confirmer en fait ce que tu as dit, Madame Iman, donc par rapport à c'est-à-dire, si on a une incapacité de se présenter à un entretien durant l'heure et la date qui a été communiquée, bien sûr, comme vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à décliner ou bien à demander à décaler l'entretien. Bien sûr, je tiens à informer les participants qu'il faut le dire d'une manière gentille. Donc, il ne faut pas se montrer un peu rude. Donc, il faut être un peu gentil. Il faut le dire d'une manière un peu raffinée et diplomatique. Et je confirme, j'ai eu la même expérience un jour au Maroc. J'ai été convoqué pour un entretien. On m'a appelé en fait pour me convoquer à un entretien le lendemain matin. Et on m'a appelé le jour d'avant, l'après-midi. Donc l'entretien était à Casablanca. Moi j'étais dans une autre ville. Et on m'appelle l'après-midi pour me dire qu'il faut se présenter à un entretien à Casablanca le lendemain matin. Donc c'était pas possible pour moi. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait, ce que vous avez dit, en fait, je l'ai fait. J'ai demandé à ce que ça soit recalé, parce que j'avais une impossibilité de me déplacer, et ça a été accepté avec normalement, c'est-à-dire on m'a dit ok, on va déplacer. Donc il faut pas hésiter à dire ça. C'est pas méchant, ça montre que vous êtes professionnel, vous faites tout en fait pour se présenter à l'heure convenablement à votre employeur. Ok. Donc merci Madame Iman pour cette Oui, alors première. Oui. je rajouterai quand même un petit point. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense tous les recruteurs, je veux dire les recruteurs, ils proposent plusieurs dates. C'est-à-dire que c'est rare aujourd'hui, on vous dit demain à 10 heures, on vous dit clairement est-ce que vous êtes disponible lundi, mardi ou jeudi, et on essaie quand même de convenir avec vous selon les disponibilités des deux parties en fait. Donc voilà. Ok. Donc je vois qu'il y a une première question. Est-ce qu'on doit interagir en arabe ou en français? Donc, à vous la parole, Iman ou bien Moïse, comme vous voulez. Non, généralement, la langue officielle, c'est le français. C'est le français. D'ailleurs, la plupart des entretiens se passent en français. Même si actuellement, il y a des projets sur lesquels il y a plusieurs nationalités qui interviennent. Dans le monde du génie civil, on a de plus en plus des Américains, des Canadiens, etc. qui interviennent. Donc, on peut être dans la situation de communiquer en anglais, mais surtout pas en arabe. Surtout pas en arabe. Généralement, je dirais pour 95% des cas, c'est en français, un peu rarement en anglais, mais presque jamais en arabe. De préférence, éviter de parler en arabe. Exactement. Malheureusement, c'est vrai que l'arabe c'est la langue officielle au Maroc, mais malheureusement, aujourd'hui c'est la réalité, les entretiens se font tous en français, mais la question qui doit se poser aujourd'hui c'est plutôt l'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les CV dont pour certaines structures sont envoyées en anglais, et avec des entretiens, si jamais, je pense qu'on va y arriver par la suite, mais si jamais votre CV vous mentionnez une certaine maîtrise de l'anglais, alors préparez-vous à passer des fois un entretien en anglais. Donc je dirais l'interaction aujourd'hui, on préfère la faire en français, c'est pour justement s'imprégner de la culture des entretiens au Maroc, mais retenez aussi la langue anglaise qui devient de plus en plus importante au Maroc. Oui, exactement. Cette question de langue, elle refait toujours surface durant tous les webinaires, et à chaque fois j'en parle aussi. Donc, comme j'ai dit au départ, on est en train de présenter en fait le cas réel, la réalité de ce qui se passe au Maroc en particulier. Et on ne cherche pas en fait à changer le système. Parce que tout simplement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, on est juste en train de décrire, de présenter le système comme il est. Et du coup, pour pouvoir s'y adapter. Donc, on vous donne toutes les informations possibles pour pouvoir s'y adapter. Donc, comme a dit Iman, c'est vrai que la langue officielle, c'est l'arabe au Maroc. C'est notre langue officielle. Mais, dans le privé, et surtout dans le privé, c'est le français qui règne. Et surtout dans les entretiens d'embauche.
Peut-être que vous allez passer tout l'entretien d'embauche en français, mais une fois que vous allez commencer à travailler, vous allez parler en arabe. Bon, c'est comme ça, on ne va pas le changer. Mais nous, on est en train de décrire ce qui se passe. Et donc, c'est à vous de s'y adapter. Donc, on peut en parler aussi durant le déroulement de l'entretien lui-même. Ok, voilà, il n'y a pas autre question. Donc, on passe directement à la deuxième phase, c'est-à-dire une fois qu'on est convoqué, donc on sait que, voilà, le candidat, il sait qu'il a un entretien à un certain jour, une certaine heure, avec un certain employeur. Comment doit-il se préparer? Donc, il a une durée, je ne sais pas, de quelques jours, voire une semaine. Donc, comment le candidat, il doit se préparer pour cet entretien? Donc, avant l'heure de l'entretien, comment il doit se préparer? Est-ce qu'il doit faire des recherches par rapport à l'entreprise, par rapport à autre chose? Je ne sais pas. Donc, voilà, je vous laisse expliquer aux participants comment il faut se préparer à un entretien une fois qu'on est convoqué. Donc, Sylmoly, je vous cède la parole. Ok. Donc, ce qu'on doit tous savoir, c'est que quand on reçoit une convocation pour faire un entretien, l'entretien, ça se prépare à l'avance. C'est-à-dire, on va pas faire ça à la hâte, mais ça se prépare bien à l'avance. Et parce que le candidat n'a pas le droit de faire un faux pas pendant l'entretien, de faire des erreurs. Parce que c'est sa seule, en fait, c'est sa seule occasion de faire une première bonne impression. Il n'aura pas une seconde chance de le faire. Donc, il a tout intérêt à bien préparer l'entretien à l'avance. Et vous savez, parce que quand le recruteur il vous envoie une convocation, ça veut dire que déjà, quand il annonce d'appel d'offres, de son emploi, pardon, donc en annonce, il décrit très bien le poste. Il décrit très bien le poste. Il décrit également le profil de recherche. Donc, il dit, par exemple, le candidat doit être lauréat, doit être ingénieur d'État, lauréat de l'école, d'une grande école d'ingénieur, entre parenthèses, école Mohamed, école Hassania, etc. Donc, c'est par exemple de 2 années d'expérience, etc., etc. Donc, il sait ce qu'il veut. Il décrit très bien, donc il est précis, il sait très bien ce qu'il veut. Ça veut dire quand vous recevez une convocation, pour passer un entretien, ça suppose déjà que le recruteur, il a déjà lu votre CV, il l'a reçu, il l'a lu, il l'a surtout analysé. Donc, il connaît parfaitement votre cursus scolaire, il connaît votre cursus universitaire, il connaît votre parcours professionnel. Encore, vous avez une première expérience. Mais ce qu'il ne connaît pas encore, c'est vous, c'est votre personne, c'est votre personnalité, et c'est ça le principal objectif de l'entretien. Donc, le recruteur, il ne vit pas avec vous, il ne travaille pas avec vous, il ne vous connaît pas. Il a juste un papier devant lui, mais il ne connaît pas la personne. C'est pour ça qu'il vous appelle pour passer l'entretien. Un seul moyen pour vous connaître, c'est de faire des interprétations de votre attitude pendant l'entretien. Donc, il ne va pas arrêter de faire des interprétations de tout ce que vous allez faire le jour de l'entretien. Donc, en gros, c'est l'attitude. Et quand je dis l'attitude, c'est la tenue, c'est la gestuelle, c'est votre manière de vous exprimer, votre manière de montrer votre motivation, etc. Mais nous allons voir les mesures ou les dispositions qu'on puisse prendre à l'avance, pas pendant l'entretien, mais à l'avance, qui vont nous aider dans cette démarche pour laisser le meilleur souvenir chez le recruteur. D'abord, il y a la ponctualité. Encore une fois, lui, il va faire des interprétations de ce qu'il voit devant lui. Donc, si le jour de l'entretien, le candidat ne se présente pas à l'heure, pour lui, vous êtes une personne, il ne va pas dire non, il n'est pas venu à l'heure, mais il va dire, j'ai en face de moi une personne qui n'est pas ponctuelle. Il va tout de suite tirer une conclusion. Donc, un manque de ponctualité, c'est un manque de respect, c'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de motivation. Ça veut dire que le candidat n'est pas capable d'anticiper les imprévus. Donc, il faut tout faire pour être ponctuel le jour de l'entretien. Il ne faut pas hésiter à repérer l'endroit si l'endroit dans lequel vous allez passer l'entretien, si vous ne connaissez pas, ou bien si les sites dans une profil que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à prendre des choses à l'avance, essayez de repérer l'endroit bien à l'avance, plusieurs jours même, demandez au voisinage, etc., pour repérer l'endroit. Maintenant, le jour de l'entretien, il ne faut pas aller à 5 minutes avant, il faut vraiment aller plusieurs heures à l'avance si vous avez une possibilité pour anticiper, parce qu'il se peut qu'il y ait des bouchons par exemple, il se peut qu'il y ait un problème qui vous empêche d'arriver à l'heure, donc il faut vraiment prendre de l'avance. Et voilà. Mais attention, si vous arrivez par exemple 1h30 ou 1 heure à l'avance, il ne faut pas se présenter 1h30 parce que c'est très mal vu. Donc vous arrivez par exemple 1 heure avant le rendez-vous convenu, mais vous restez dans le café qui est en place, ou bien le café qui est à côté, vous prenez votre café tranquillement, et puis à 5-10 minutes ou à 15 minutes du rendez-vous, vous vous présentez à l'accueil,
bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Hassan Moudi. J'ai un rendez-vous avec monsieur Nabil Mouskawi, le directeur général de la boîte, à quelle heure? Je vais faire un jour. Inch'Allah. Pour le poste de ingénieur travaux par exemple, ou ingénieur d'études, etc. Excusez-moi, j'avais juste activé parce que le courant est parti, donc je vais juste m'assurer de la connexion. Excusez-moi. Parce que chez nous, le courant part très très fréquemment. Oui, parce que je rappelle aux participants que M. Mouli, il est connecté depuis la Guinée. Voilà. Donc, juste un peu. Alors moi, je compléterai un peu ce qu'a dit Abdelhak, qu'il rectifie sa connexion. Alors oui, 15 minutes, c'est l'idéal, être à 15 minutes au bureau où on aura l'entretien. Des fois, il y a des formulaires qu'on renseigne au service des ressources humaines. Donc des fois, ça serait bien de venir justement, de se présenter à 15 minutes avant, c'est le temps de leur renseigner la fameuse fiche. Il faut pas oublier de ramener son CV. Moi, au départ, je ne le ramenais pas parce que je me disais que la personne qui va m'interviewer l'aura certainement, bien sûr, parce que je l'aurais envoyé, c'est comme ça qu'ils m'ont convoqué. Mais il faudra ramener toujours un CV avec soi, 2, 3. Généralement, ils essaient d'avoir une mise à jour entre temps. Ou bien, ils veulent que le candidat soit en face de son CV au moment de l'entretien. Donc, il faut pas oublier ça, c'est très important. Qu'est-ce que je devrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Abdelhak? Se renseigner sur l'entreprise, c'est important. Via Internet, via son site web directement pour savoir les activités qu'elle fait, les produits qu'elle produit. Oui, c'est directement, on va sur le site web. Mais il ne faut pas oublier de voir l'actualité. L'actualité, c'est la presse, voir c'est quoi les nouveautés de cette entreprise qu'on ne peut pas déclarer sur son site web. C'est très important de savoir l'actualité de l'entreprise au moment de l'entretien. On peut très bien vous poser des questions à ce sujet-là. N'hésitez pas à vous renseigner sur les anciens qui travaillent dans cette boîte. Ça, c'est aussi important. Ça vous permet d'avoir un retour le plus réel possible de l'entreprise. Ils vous diront c'est quoi la culture de l'entreprise, c'est quoi l'organisation, comment la métier, la stratégie de cette entreprise, comment elle fonctionne réellement. Et vous aurez une idée claire sur cette entreprise au moment de votre entretien. Ça vous permettra en fait de confirmer ce qu'on vous a dit à travers les propos que vous allez échanger avec votre intervieweur. Donc, c'est très, très, très important de se renseigner sur l'entreprise et aussi sur le poste. Parce que si on vous appelle pour un poste ingénieur de travaux, comme a dit Abdelhak, il faut s'informer sur le département ou sur la direction où vous allez éventuellement travailler. On va pas se renseigner sur les ressources humaines, particulièrement sur le service marketing, si on va pas travailler dans le service marketing. Donc voilà, c'est important quand même d'avoir des informations sur l'équipe avec qui vous pourrez travailler par la suite. Votre responsable hiérarchique, recherche sur LinkedIn aujourd'hui, c'est plus simple, c'est pas le cas pour nous. Il y a quelques années, mais l'information elle est plutôt plus accessible pour tout le monde. Via LinkedIn, on a presque le parcours, le CV de chaque personne dont on a besoin. Donc c'est important aussi si on connaît le nom de la personne ou de notre futur responsable hiérarchique de se renseigner sur lui. Et voilà, l'équipe de la direction ou la direction en entier. Donc voilà, je pense que ça c'est le volet entreprise et le poste. Et quoi d'autre? Le CV, je reviens sur le CV. C'est important de lire et de savoir ce qu'on a écrit dans le CV. Alors des fois, la personne qu'on a en face de nous, elle a notre CV et elle va nous poser des questions sur tous les éléments qu'on a posés sur le CV. Donc, si on met une expérience, on met un projet de fin d'études, n'importe quoi, on doit être capable de présenter et d'expliquer le projet ou l'expérience. C'est très important. Et même quand on met, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maîtrise de la langue, si on met maîtrise de la langue anglaise, de la langue espagnole, attendez-vous à ce qu'on vous demande de parler carrément en anglais ou de passer le reste de l'entretien en anglais.
Donc, on dit la réalité, on dit la vérité dans notre CV, pas la peine de mentir. Hein. Si on est passé par un stage de 6 mois à analyser qu'on met 6 mois, si on est passé par un stage de 3 mois, on met 3 mois. Si on a fait un projet de restructuration ou de travaux de toute une unité, si on a fait juste une restructuration d'un processus de cette unité-là, c'est pareil. Donc, maîtrisez ce que vous avez écrit dans votre CV. Rappelez-vous des dates. C'est pas la peine de regarder votre CV quand vous êtes en entretien. Il faut remémorer toutes les dates que vous avez dans votre CV. Quoi d'autre? Voilà, je pense. J'ai un peu fait le tour. Je laisse. J'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Non, je crois qu'il est connecté maintenant. C'est Abdelhak, vous êtes Non, connecté? ouais, je suis connecté. Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait alors. Ok, parfait. Donc, pardon, il y a vraiment des coupures d'électricité qui sont malheureusement trop fréquentes. Il n'y a pas une journée qui se passe sans avoir une coupure d'électricité. Donc voilà, je parlais par rapport à la ponctualité. Et le deuxième point qui est aussi important que la ponctualité, c'est la tenue. Quand je dis la tenue, c'est la tenue et le look. Bien sûr, la tenue et le look, les deux doivent être appropriés par rapport à deux paramètres. Par rapport à l'image de l'entreprise et par rapport au poste concerné. Par rapport à l'image de l'entreprise, pourquoi? Parce que nous avons tous vu des images sur la société Google, par exemple. Nous avons vu les informaticiens travailler en basket, jean, t-shirt ou chemise, c'est-à-dire de manière vraiment décontractée, parce que c'est ça l'image de l'entreprise. Donc je vois mal, par exemple, un candidat informaticien qui reçoit une convocation pour passer un entretien chez Google qui part en costume cravate. Ça n'aura absolument aucun sens parce que ça ne colle pas avec l'image de l'entreprise. Donc il faut que notre tenue, parce qu'il n'y a pas une tenue ou un look qui sont appropriés à tous les entretiens, à tous les postes, à toutes les sociétés, c'est pas vrai. Il faut que ce soit approprié ou homogène par rapport à l'image de l'entreprise et également par rapport au poste. Si vous êtes coach sportif, bon, vous êtes des ingénieurs, mais si c'était un coach sportif par exemple, peut-être que partir en tenue de sport serait plus approprié qu'un poste de travail. Si vous êtes convoqué pour un ingénieur de travaux, il va passer 95% de son temps en chaussures de sécurité, en jean et t-shirt ou bien en chemise. Donc un costume cravate, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais attention, il faut doser tous ces paramètres parce que aller en tenue trop décontractée, ça peut être mal pris par le recruteur, ça peut être pris comme en fait, un manque de respect ou bien un manque de motivation. Donc l'essentiel, c'est vraiment de faire un choix. Et on peut aussi faire des consultations, demander aux gens, ou bien aujourd'hui franchement avec Internet, l'information est à bout de nos doigts. Donc se renseigner un peu sur la tenue au sein de l'entreprise en question. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'être cohérent avec ça. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'autre point, moi je suis en train de parler de ce qu'il faut préparer avant d'arriver à l'entretien. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'entretien. Les choses qu'il faut préparer avant d'arriver à l'entretien. Il y a aussi des questions qui sont posées, des questions classiques qui sont posées dans tous les entretiens du monde. Donc ce serait un peu dommage de se faire surprendre le jour de l'entretien par des questions qu'on aurait pu préparer tranquillement à la maison. Vous savez, avant d'arriver à l'entretien, vous savez quelqu'un qui est la banque, lui, va vous demander, il va vous demander de vous présenter. Donc ce serait dommage de ne pas préparer ça à la maison. Donc des questions genre présentez-vous, genre qu'est-ce que vous connaissez sur notre entreprise, comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans dans notre entreprise, qu'est-ce qui vous motive dans ce poste. Donc des choses qu'on peut préparer à la maison, bien sûr il ne faut pas apprendre par cœur parce que lui c'est son travail. Donc il aura la capacité de savoir, de détecter, donc il faut juste préparer une idée pour que ce soit un beau d'élève le jour de l'entretien d'embauche. Et attendez-vous également à ce qu'il vous demande à votre tour de lui poser des questions. Si vous avez des questions, bien sûr, il ne faut pas poser 10 ou 20 questions, mais il faut préparer des questions, mais des questions qui sont constructives. Pas des questions genre à quelle heure on commence le travail, est-ce qu'il y a des congés, ou je ne sais pas quoi, la mutuelle, pas ce genre de questions qui sont trop terre à terre. Il faut poser des questions qui sont constructives, qui montrent à votre interlocuteur que vous avez une certaine maturité. Donc des questions des questions sur la culture de l'entreprise, est-ce qu'il y a des formations en interne, est-ce qu'il y a la possibilité d'évoluer horizontalement et verticalement au sein de l'entreprise.
vraiment des questions qui sont constructives. Donc ça, on peut préparer tout ça à la maison et venir avec ça. Et comme ça, vous aurez moins de pression le jour de l'entretien d'embauche. Je dirais aussi, pour les gens qui ont des problèmes de langue. Pour les gens qui ont des problèmes de langue, il faut vraiment qu'ils s'entraînent très bien à la maison. Ça me rappelle un peu les soutenances des soutenances, quoi, des projets de fin d'études. Il y a des gens qui ont des problèmes de langue, mais à force de s'entraîner dans la chambre, devant les collègues, devant les miroirs, devant la caméra, finalement, ils finissent par pas apprendre de suite par cœur, parce que ce ne serait pas bien d'apprendre par cœur, mais au moins de préparer un peu les phrases. Donc, les jours des soutenances, on n'a pas l'impression qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de langue, alors qu'il y en a peut-être beaucoup même. Mais, à force de s'entraîner à la maison, on finit par s'en sortir. Un entretien d'embauche, ça se prépare de la même manière. Il faudrait que, vraiment, on connaît plus ou moins des questions classiques, on connaît plus ou moins comment ça se passe, donc on prépare un peu les choses à l'avance, parce que l'objectif, c'est le jour de l'entretien d'avoir moins de pression. D'avoir moins de pression pour être vraiment à l'aise avec l'interlocuteur. Mais encore une fois, il ne faut pas apprendre par cœur. Parce que quand vous êtes face à un directeur des ressources humaines, son travail c'est ça, et sa formation c'est ça. Donc il a cette capacité à savoir si vous avez appris par cœur ou bien si vous êtes un peu spontané. Et cette spontanéité est importante lors de l'entretien d'embauche. Il y a un détail, c'est un petit détail mais qui est aussi important, c'est votre téléphone. N'oubliez jamais de mettre votre téléphone sur mode silencieux. Même, je ne sais pas sur mode vibreur. Il faut le mettre sur mode silencieux ou carrément sur mode avion. Donc là, parce que si on fait un entretien, ça va vraiment vous déstabiliser, vous risquez de faire une logique de votre argumentaire et ça va perturber également votre interlocuteur. Donc, avant de démarrer votre entretien d'embauche, c'est sur mode silencieux ou bien sur mode avion, pas autre chose. Bon, un autre point qui est très important, c'est, vous savez, avant d'aller répondre à l'entretien d'embauche, il faut se renseigner sur l'entreprise. C'est-à-dire, le minimum, c'est de connaître la carte d'identité de l'entreprise. Donc, on s'informe sur l'année de création, sur le fondateur, sur l'actuel PDG, par exemple, sur le chiffre d'affaires annuel, sur l'effectif de l'entreprise, l'actualité, les marchés. Si c'est une entreprise de travaux, par exemple, qui sont les projets actuels, les chantiers qui sont en cours, vraiment d'avoir au moins un minimum d'informations sur l'entreprise. Parce qu'un candidat qui vient, qui ne connaît rien sur l'entreprise, c'est un candidat qui n'est pas attractif. C'est un candidat qui n'est pas motivé. Et la même chose, on doit s'informer pas uniquement sur l'entreprise, mais également sur l'interlocuteur. Donc, son nom et prénom. Et comme a dit Iman tout à l'heure, aujourd'hui, avec LinkedIn, on n'a vraiment aucune excuse. Et toute l'information, elle est au bout de nos doigts. Donc, on se renseigne sur la personne qui nous passe l'entretien, son nom et prénom, sa formation, son poste, etc. Donc, parce que si on vient le jour de l'entretien sans ces informations, ça veut dire qu'on n'est pas motivé, ça veut dire que même c'est un manque de respect vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de la personne. Il faut également se renseigner sur le poste lui-même. Quelles sont vos principales fonctions, etc. Et avoir un maximum de détails sur le poste. Et moi, il y a peut-être 10 ans, de cela, je crois, j'ai fait passer un entretien pour ce poste, c'est un ingénieur de travaux, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est une grande entreprise, une très grande entreprise multinationale d'ailleurs, et j'ai passé un excellent entretien, vraiment avec l'argumentaire, c'est passé vraiment nickel. Mais j'ai pas préparé cette question justement, je n'ai pas fait de recherche sur le poste concerné. Donc, du début jusqu'à la fin, il est passé de manière parfaite. Selon l'ensemble, parce qu'il y avait le directeur des ressources humaines et je crois le directeur technique. Selon les deux, c'était un entretien presque parfait. La seule question que j'ai pas préparée, c'était justement le poste. Je n'avais aucune information sur le poste. Et à cause de ce point, j'ai raté mon entretien. Uniquement à cause de ce point. Parce que je suis parti sans me renseigner sur le poste. Donc vraiment, c'est un point très important. Renseignez-vous sur l'entreprise, sur le poste en question et sur l'interlocuteur. Un dernier point, c'est
bon, je sais que peut-être qu'on va parler du salaire tout à l'heure, mais moi, je suis en train de parler de ce qu'on doit préparer avant l'entretien, y compris un point qui concerne le salaire. Pour le salaire, parce que vous n'aurez pas la possibilité de faire ça pendant l'entretien. Il faut le préparer un peu à l'avance. Pour le salaire, je ne parle pas de tout ce qu'il faut faire pour la négociation du salaire, mais je parle uniquement du point particulier qu'il faut préparer le jour de un salaire avant d'arriver à l'entretien. Il faut se renseigner sur deux choses. Il faut, si vous êtes convoqué pour un poste d'ingénieur de travaux ou d'ingénieur d'études par exemple, il faut se renseigner sur la moyenne de salaire dans le marché de l'emploi. Par exemple, si c'est un poste d'ingénieur d'études avec 2 ans d'expérience ou bien débutant, c'est quoi la moyenne de salaire pour un ingénieur d'études avec 0 ans d'expérience? C'est quoi la moyenne de salaire dans le marché de l'emploi? Mais il faut faire la même chose au sein de l'entreprise, parce que parfois on a des entreprises qui font un peu mieux que le marché de l'emploi. C'est pour ça que vous allez trouver toujours des fourchettes. C'est-à-dire qu'un ingénieur d'études 2 années, il est payé entre X et Y. Peut-être que l'entreprise qui vous convoque pour l'entretien, elle paye justement ce Y. Donc vous vous renseignez sur la moyenne de salaire dans le marché de l'emploi et au sein de l'entreprise, les deux. Et ça, vous n'aurez pas la possibilité de faire ça pendant l'entretien, mais vous le faites avant. Et comme ça vous donne, je ne dis pas qu'il faut demander la même chose, mais au moins ça constitue pour vous deux références. Et là, vous avez un peu au moins une référence sur laquelle vous pouvez vous baser pour demander votre salaire. Donc je pense que c'est ça. D'accord, donc merci Simoli. Je crois qu'il y a une question. Bonjour tout le monde. Quand on est fasciné par une entreprise, est-ce qu'il faut montrer notre fascination de la même manière que nous sentons ou de freiner un peu notre sentiment? Est-ce que ça représente un point fort ou faible? Ok, donc par rapport à cette question, elle concerne plutôt la page qu'on va traiter par la suite. Donc on va en parler par la suite, d'accord? Donc pour le monsieur ou bien la dame, le monsieur, Mohamed Amin Jdoub, on va répondre à ta question dans la phase suivante. Donc j'encourage par ailleurs tous les participants à écrire leurs questions. Donc c'est le moment ou jamais. Donc vous avez les anciens qui sont ici prêts à partager leur expérience avec vous et à répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Donc je récapitule pour cette deuxième phase. Déjà je remercie Madame Iman pour toutes ces informations très importantes. Donc je récapitule. Il faut vérifier le trajet des gens pour le lieu de l'entretien. Il faut se présenter avec un code vestimentaire adapté à l'entretien. C'est-à-dire que si vous avez un entretien dans un chantier par exemple, vous n'allez pas se présenter en costume cravate. Il faut se renseigner sur la société, sur son interlocuteur, sur le poste, et tout ça via quoi? Vous avez Internet maintenant, vous avez Google, vous avez LinkedIn, et vous avez aussi le réseau, d'où l'importance du réseau, dont on parle toujours. Il faut avoir des connexions un peu partout et poser des questions. Et bien sûr, il faut se présenter avec un air confiant et normal, et apporter une copie papier de son CV, comme a dit Madame Iman. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc on passe à la troisième phase. Maintenant, vous êtes convoqué, vous vous êtes bien préparé à l'entretien, vous vous êtes présenté à l'heure. Pardon? Oui, Iman. Il y a une petite question, Nadir, qui concerne cette phase de bureau. Il y a une petite question que vient de lire de Madame Nora, qui demande comment se renseigner sur le salaire au sein de l'entreprise comparé transition. Voilà, donc on pourrait quand même répondre à cette petite question. Bien sûr. Donc, avant de passer à l'autre phase. Bien sûr, bien sûr. Donc, Monsieur Mouli, on a déjà parlé un petit peu. Donc, il faut se renseigner sur les salaires et bien sûr, voilà, c'est le réseau. Donc, je te laisse développer, Ivan, si tu veux. Oui, alors tout simplement, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est le réseau, comme tu as dit, Nabil, c'est les anciens, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans cette boîte. Tout simplement. C'est-à-dire, ça ne paraît pas indiscret. Non, c'est une information essentielle dont on a besoin. Peut-être la personne même que tu connais et qui travaille dans cette entreprise ne voudra pas communiquer son vrai salaire, mais c'est très bien dire c'est entre 11 000 et 13 000. Voilà, quand on parle du secteur privé, donc on considère qu'il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de prix. Donc on peut très bien se dire c'est entre 11 000, 13 000, et voilà. Donc tu sais que c'est pas 20 000, tu sais que c'est pas 25 000, tu sais que c'est pas 6 000, c'est pas 7 000. Donc on n'a pas vraiment besoin de connaître le salaire exact de telle fonction, c'est-à-dire on a juste besoin d'avoir une grille.
Voilà, savoir si on est dans les 5 000, on est dans les 10 000, on est dans les 18 000, on est dans les 25 000. Et comme je le redis, c'est quelqu'un qui travaille dans cette boîte ou c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans cette boîte. On demande clairement, directement, je veux savoir c'est quoi la grille des salaires dans cette entreprise-là. Donc c'est important de le demander, hein, c'est pas chemin, c'est au contraire, c'est l'information dont on a besoin pour ne pas se casser la figure quand même en entretien. Je partage une expérience d'un entretien que j'ai eu avec un grand groupe immobilier au Maroc. Je partais avec un salaire X et quand j'ai passé l'entretien avec la personne de ce groupe-là, elle était surprise, voire choquée de mon salaire. C'est-à-dire elle s'attendait pas à ce que j'ai tel salaire parce que ça ne correspondait absolument pas à la grille salariale qu'ils avaient. Alors, je parlais même pas de prétention salariale que j'allais demander. Mais j'étais vraiment pas en phase avec leur grille et ils savaient pas que dans un CV on mentionne pas notre salaire actuel. Vous le savez très bien. Donc oui, peut-être si je m'étais renseignée sur la grille salariale de ce groupe-là, voilà, j'aurais déjà compris que j'aurais pas le salaire que je souhaitais et vraiment l'entretien il a pris le temps parce qu'il m'a dit c'est impossible quand vous embauche parce que ça ne correspond pas à notre grille salariale. Donc au contraire, il faut toujours demander cette information pour savoir si on est aligné et pour savoir justement les prétentions salariales qu'on va demander. D'accord, merci Madame Imen. Donc justement, comme vous l'avez dit, donc il faut pas hésiter à poser la question. Et pour cela, donc je reconfirme ce que tu as dit, c'est le réseau. Le réseau, il est très important parce que l'information sur les salaires, on ne va pas trouver ça sur Google. Donc c'est sûr et certain. Mais ça, c'est le réseau. Et donc quand je dis réseau, déjà ça commence par vos camarades de classe. Là, je parle plutôt pour les élèves. Vos camarades de classe, c'est votre premier réseau. Maintenez-le très bien parce que quand vous allez commencer à travailler, vous pouvez avoir plusieurs informations entre vous. Et deuxièmement, le deuxième réseau, c'est les alumni, déjà. Donc tous vos anciens du département génie civil de l'école Mohammedia. Donc supposons que vous avez passé un entretien dans l'entreprise X. Il faut voir dans le groupe des alumni. Si vous trouvez qu'il y a un ancien qui a 7 ans d'expérience et qui travaille dans la même entreprise, il ne faut pas hésiter à lui poser la question. C'est simple. Donc vous me présentez, je suis madame ou monsieur XY, je suis de l'école Mohammedia, donc lui aussi il est ancien. Vous lui posez la question discrètement, soit avec un email, soit vous demandez à l'appeler, s'il préfère un appel téléphonique, mais je suis sûr qu'il va partager l'information avec vous et il va vous donner quand même des tuyaux. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, quand on demande la question, quand on la pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'il n'y a aucun lien en commun, alors là, peut-être que la personne peut ne pas répondre. C'est possible. Mais quand même, les anciens, il y a déjà un lien, ils étaient déjà dans le même département, ils connaissent vos parcours et tout. Donc, il y a déjà une affinité qui est déjà créée. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ok. Donc, sans trop tarder, donc on va passer à la troisième phase. Et là, c'est vraiment la phase, on va dire phare, c'est-à-dire le déroulement de l'entretien lui-même. On a été convoqué, on s'est préparé pour l'entretien, on s'est présenté à l'heure, le jour de l'entretien, avec notre copie de CV papier, copie papier de CV. Et donc là, l'entretien, il va commencer. Donc, on va tout simplement commencer par la question qui a été écrite juste avant, par Monsieur Mohamed Amin Njdouk, et après on peut enchaîner par d'autres questions. D'ailleurs, j'encourage les participants à poser plus de questions. Alors, donc, quand on est fasciné par une entreprise, est-ce qu'il faut montrer notre fascination de la même manière que nous le sentons, ou bien freiner un peu notre sentiment, est-ce que ça représente un point fort ou bien faible? Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette question, qui veut répondre en premier. Monsieur le Mouli, ou bien... Oui, bien sûr. Au contraire, c'est un point qui est très positif, de montrer sa motivation par rapport à l'entreprise, parce que l'objectif du recruteur, c'est bien sûr que le profil la personne qui est en face de lui, c'est une personne qui va qui va s'épanouir dans l'entreprise. Donc, si on est déjà très fasciné, on est déjà
c'est-à-dire on a de l'amour pour cette entreprise, ça c'est une garantie de plus pour le recruteur. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui confirme qui va juste faire un tremplin et puis partir, non. Vous êtes là, vous allez rester dans l'entreprise pendant des années et des années, et donc au contraire, c'est un grand point positif à valoriser dans l'entreprise. D'accord, merci Silmouli. Et Alors, comment... moi je complète ce qu'a dit Abdelhak. Il faut pas tomber dans le piège de oui, je viens parce que je veux travailler dans cette société-là. Non. On ne dit jamais à une personne que moi je rêve de travailler dans cette société-là, ou voilà, mon objectif dans la vie c'est de travailler dans cette société-là. Alors non, on ne se permet pas de le dire de cette manière-là. Oui, on est fasciné par cette entreprise. Réellement, oui, je veux travailler à l'OCP, je veux travailler à Procter & Gamble, je veux travailler à SGPM. Oui, mais on peut très bien le montrer, on peut très bien le déclarer, mais sans le montrer d'une manière, j'utilise le mot qu'a employé, je me rappelle plus le nom de la personne, mais pas au point de la fascination. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est facile, tout le monde peut le faire. On peut tomber dans le piège du mensonge, on le dit juste pour faire plaisir à la personne qui est en face de nous, et c'est tout. Alors non, oui, je suis fascinée par cette entreprise-là, mais j'ai des raisons, j'ai des arguments. Je peux très bien dire, voilà, ça m'intéresse. J'ai un intérêt à travailler dans cette entreprise-là pour justement développer ma carrière, parce qu'il y a des opportunités de développement interne. On argumente, on ne dit pas juste je suis fasciné ou parce que justement les salaires ils sont très importants dans cette société-là ou je veux juste travailler dans une multinationale. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On argumente, on dit je suis intéressé par ce département-là parce que la recherche et le développement est très bien développé dans votre entreprise. C'est pas le cas de toutes les entreprises nationales ou marocaines, ou bien parce que c'est une entreprise multinationale, il y a un partage avec des gens de l'international qui m'intéresse. Donc on développe nos arguments pour montrer, ou bien pour prouver qu'on a intérêt justement à cette entreprise-là. Comme a dit, c'est très important de dire ça, de l'expliquer ou de donner ce positionnement à la personne qu'on a en face, mais sans tomber dans justement la fascination de dire voilà, j'accepterai de travailler avec vous pour n'importe quel salaire, pour n'importe quelle condition, parce que je rêve de travailler dans cette entreprise-là. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà, merci Madame Iman. Donc le message est clair, hein, donc il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que ce soit des flatteries. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a dit avant, il faut bien se renseigner sur l'entreprise pour que vous ayez des arguments en tête. Donc vous allez montrer l'intérêt que vous voulez en fait chez cette entreprise, mais avec des arguments. Il ne faut pas flatter comme ça. Ok, donc il n'y a pas une autre question. Donc moi je vais poser une question qui est simple déjà, avant d'aller dans les détails. C'est une fois qu'on est devant notre interlocuteur, alors la question c'est comment il faut gérer cette conversation. Est-ce qu'on doit prendre l'initiative de parler de soi-même, de son profil, de l'entreprise, ou bien il faut plutôt être réactif, c'est-à-dire laisser l'interlocuteur parler et être réactif avec lui. Comment il faut gérer cette conversation entre le candidat et son intervieweur? Donc, Monsieur Mouli ou bien Madame Iman, quand vous voulez. Normalement, c'est l'interlocuteur qui vise le déroulement de l'entretien, mais le candidat, ce qu'il doit normalement faire pendant l'entretien, c'est vraiment être à l'écoute de l'interlocuteur, être attentif aux questions que l'interlocuteur va poser, et que les réponses qu'il va répondre, il doit répondre de manière précise et surtout concise avec un argumentaire à chaque fois. Le recruteur, il a peur l'argumentation. Donc, si l'interlocuteur pose une question, il ne faut pas répondre à une question que lui n'a pas posée. Il faut répondre à la question qu'il a posée de manière concise et précise. Et il faut vraiment être armé d'argumentaire. Il y a quelques années encore, j'ai passé un entretien. Et il y a un directeur, je pense, de ressources humaines ou un directeur technique qui m'a posé la question, parce que moi j'avais mis dans mes loisirs la lecture. Et donc il m'a posé la question, c'est quoi le dernier livre que vous avez lu? C'est-à-dire,
C'est-à-dire qu'il faut vraiment être armé d'arguments. Heureusement que moi j'étais en train de lire le roman La Terre de Émile Zola, donc c'était bien, mais c'est-à-dire s'il n'y avait pas un argument, ça aurait été vraiment un point négatif. La même chose, j'avais fait un autre entretien avec un directeur général. Il m'avait posé la question parce que je faisais beaucoup de sport avant, je faisais de la musculation et je faisais aussi, je courais une fois par semaine. Je courais pour le jardin de Islam. Je ne sais pas si ça existe encore à Rabat ou pas, mais c'est là-bas où je courais parce qu'il y a un circuit là-bas. Et il m'a posé la question, vous courez où? Je lui ai dit, je cours dans le jardin de Islam. Il m'a dit tout de suite, parce que lui aussi, il se trouvait sur lui, il courait là-bas. Donc il connaît très bien le circuit, il connaît un peu ça fait combien et tout, il a commencé à me poser vraiment des questions, ça vous prend combien de temps pour faire un tour, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être muni d'arguments. Tout ce qu'on dit, il faut l'argumenter. L'autre point aussi essentiel, c'est que il faut éviter de monopoliser la parole. Quand on écoute, quand on prend la parole, il faut éviter de trop monopoliser la parole, ou bien de parler de choses qui n'ont rien à voir avec la question posée. Par exemple, parler de sa vie personnelle ou des choses qui n'ont rien à voir avec la question posée. Donc ça, il faut éviter. Maintenant, lorsqu'on prend la parole, il faut montrer un certain dynamisme, il faut être ouvert avec l'interlocuteur, il faut être dynamique, il faut être ouvert aussi à des questions, il faut être poli, bien sûr, il faut répondre avec beaucoup de politesse, il faut être souriant, ça c'est important également, et il faut éviter d'avoir un regard fuyant, parce que ça donne l'impression à votre interlocuteur, si vous regardez à gauche et à droite, ça donne l'impression, quand vous êtes, soit vous manquez de confiance en vous, ou bien que vous êtes une personne facilement intimidable, ou bien vous manquez de sincérité. Et dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pas bon pour le candidat, c'est que des points négatifs. Et au contraire, quand le regard est trop subtil, ça peut mettre mal à l'aise l'interlocuteur. Donc il faut doser ces deux paramètres pour avoir un comportement tout simplement naturel et normal. Et pendant même l'entretien, il faut, ça veut dire, parce que il y a l'expression orale, mais il y a l'expression corporelle aussi. Donc, je sais que c'est pas facile de se maîtriser, mais il faut pas se mettre dans des états, c'est-à-dire de dégailler, de transpirer, ou bien de trembler, par exemple, parce que ça montre à votre interlocuteur que vous êtes vraiment dans vous êtes stressé. Je sais que c'est pas facile de maîtriser, mais bon, il faut, en tout cas, tout faire pour ne pas se mettre dans des situations comme ça. Et même par rapport à la position, il faut éviter de croiser les bras, le dos voûté comme ça, et le regard vers le bas. Au contraire, il faut adopter une position d'ouverture, avec les bras ouverts, le torse bombé, voilà, et parce que ça prouve à votre interlocuteur que vous avez de la confiance. Donc c'est ça ce qu'il a dit. Oui, c'est Mouli, merci. Alors, Donc, je complète ce qu'a dit Abdelhak en répondant aussi à une question de Mohamed Amin Mejdo. Alors, la différence dans les entretiens, c'est la personnalité, c'est votre personnalité. Alors, fraîchement diplômé, qu'est-ce qui fait la différence entre deux étudiants génie civil, section BTP, VTC, pardon. C'est quoi la différence entre les deux personnes? C'est justement cet entretien-là qui va faire la différence. Vous avez pratiquement presque le même CV, le même parcours, le même lycée, même formation, même projection d'études. Ce qui fait la différence, c'est l'entretien. C'est votre personnalité, c'est votre caractère, c'est votre manière de répondre aux questions, c'est votre communication. C'est ça qui fait la différence. Donc, répondez clairement aux questions. Répondez sincèrement aux questions, soyez détendu. La vérité, rien que la vérité. Comme j'ai dit, il y a des questions auxquelles on peut préparer à l'avance. Il y a des questions classiques. C'est quoi vos atouts? C'est quoi vos points négatifs? C'est quoi? Pourquoi vous voulez quitter votre poste actuel pour une personne qui travaille déjà? Ou bien pourquoi vous êtes intéressé par notre société? Quelles sont vos prétentions salariales? Toutes ces questions-là, on peut les préparer à l'avance, mais on ne tombe pas dans le piège d'avoir appris les réponses, mais il faut adopter un comportement naturel au moment de l'entretien en répondant aux questions de manière
claire, précise et sans privée. Je réponds à la question de oui ou non. C'est vrai que ce serait plutôt mieux de répondre par oui mais ou bien non mais ou bien c'est-à-dire ne pas répondre directement par non. Effectivement, si par exemple pour la prétention salariale, si on vous dit, si vous demandez par exemple un salaire de 15 000 dirhams et on vous dit 6 000 dirhams, alors oui, il n'y a pas de moyen de négocier entre 6 000 et 15 000, ça fait un grand gap. On dit non, ça m'intéresse pas, mais ou bien ça ne correspond pas à mes attentes. Je peux, bon, on ne répond pas par non clairement, mais on essaie de laisser la porte un peu ouverte pour une négociation, mais sans dire oui, ça peut m'intéresser. Non, on ne ment pas. On sait très bien qu'on ne peut pas passer de 15 000 à 6 000, ou bien si on vous demande par exemple un changement de poste ou un autre poste qui ne vous intéresse pas, on n'est pas obligé de dire oui, ça m'intéresse juste pour rentrer dans cette société-là. Non, ça ne m'intéresse pas, mais je peux voir une éventualité de travailler dans un autre poste. Je passe aussi à d'autres questions là, si tu te permets, parce que j'ai en face de moi aussi le chat, et si ça correspond toujours au même sujet que je développe, je préfère répondre aux questions. On a parlé d'intimidité, de confiance. Est-ce qu'on recrute la compétence ou plutôt la personne? Alors, c'est la réponse que je viens de vous apporter. La compétence, oui. La personne, encore plus. C'est-à-dire ce qui fait la différence aujourd'hui dans les sociétés, dans les entreprises, c'est la personne. C'est les soft skills qu'on appelle aujourd'hui. C'est pas vos compétences techniques ou votre diplôme uniquement, mais c'est aussi votre personnalité à pouvoir s'adapter avec la culture de cette entreprise, à pouvoir évoluer dans cette entreprise-là. Donc oui, la personnalité, elle est très 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 importante dans votre carrière et et c'est important de la présenter ou de la dévoiler à votre futur employeur. Si on est timide et qu'on a un défaut, est-ce qu'on doit le cacher pour être soi-même? Non, il faut être soi-même. En tous les cas, on va le découvrir. Donc, pourquoi le cacher juste pour l'entretien et juste pour avoir ce poste-là et après on va être démasqué. Donc, vaut mieux dire la vérité, être soi-même. D'ailleurs, on vous pose la question, c'est quand vos défauts, vous n'allez pas vous maquiller vos défauts, mais vous n'allez pas dévoiler vos pires défauts. Toujours quand on vous demande de dire vos points positifs et vos points négatifs, choisissez un ou deux, c'est pas la peine de déballer. Si vous avez 10 défauts, c'est pas la peine de déballer les 10 défauts. Mais il y a encore, quand vous avez affaire à la réponse à la question des défauts, vous choisissez bien les défauts qui pourraient intéresser votre futur recruteur, qui est en relation avec le poste auquel vous postulez. Donc c'est pas la peine de dire, je sais pas, je vais pas dire un exemple particulier, mais essayez d'être intelligent en répondant à la question par rapport au profil ou par rapport au poste auquel vous postulez. Alors quand on est sur cette question du recruteur dont on ne connaît pas la réponse, comment agir, alors franchement, essayez d'improviser. Alors je le rappelle, c'est ça la différence. Essayez d'être vous-même. Au pire des cas, vous allez répondre par quelque chose qui est à côté de la plaque. Il n'y a pas de souci, vous allez vous rattraper à la fin de l'entretien. Vous le dites à votre interlocuteur, vous dites j'ai l'impression que j'ai pas bien répondu à cette question. Vaut mieux le dire comme ça que de bugger et de rester sans rien dire à la question. Non, il faut répondre à la question par tous les moyens. Et voilà, cette astuce-là de dire à l'instant, j'ai été déstabilisée par cette question-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé quand je voulais répondre à cette question-là. Et soyez sûr que votre interlocuteur il va apprécier votre sincérité et votre manière de répondre spontanément à la question. Juste pour rebondir pour compléter pour compléter la question de l'intimidité et la confiance en soi, c'est souvent un problème des personnes qui sont, c'est-à-dire qui viennent de sortir de l'école, qui viennent de terminer leurs études, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre les études et le monde professionnel. Les études, oui, les meilleurs, c'est eux qui ont les meilleures notes,
Mais dans le monde du travail, c'est complètement différent. Moi-même, je me rappelle, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, on m'avait dit qu'il y avait, je crois, un majoron, je ne me rappelle pas la promotion, donc c'est pas ce que je veux dire. Il y avait un majoron et un minérant qui ont été dans la même boîte, et il paraît que le minérant est devenu le chef hiérarchique du majoron. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande différence entre l'école et le monde du travail. Le monde du travail, c'est un tout. Et il faut vraiment chercher un équilibre en fonction du poste, bien sûr. Si vous êtes, un informaticien, un programmeur informaticien, peut-être que la timidité n'est pas un problème, parce que vous aurez affaire uniquement à votre matériel informatique. Mais pour nous, ingénieurs en génie civil, vous serez amenés à faire des réunions, à gérer des conflits, à gérer des personnes, à gérer des hommes, des hommes de différents profils, des gens qui ont été dans les écoles, des personnes non instruites, etc. Donc vraiment, il faut avoir, bien sûr, en fonction du poste, il faut avoir vraiment une grande confiance en soi, la timidité, vraiment, ça peut pas aller. Vous pouvez être le meilleur ingénieur technicien du monde, si vous êtes timide, vous ne pouvez pas gérer un chantier. Donc effectivement, ça, c'est un point qui est très 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 important. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Il ne faut pas être un savant, techniquement, mais il faut trouver un équilibre entre la confiance en soi et la technicité. D'accord, merci Selmouli. Donc, juste pour récapituler tout ce que vous avez dit, donc il faut être conscient, il faut être normal, et je dis aussi, il ne faut pas mentir, et il faut toujours argumenter sa réponse. Et aussi, il faut laisser l'interlocuteur guider la conversation. Donc ça aussi, c'est très important. Et donc, du coup, par rapport à une question qui a été posée au départ, par rapport à la langue, utiliser l'arabe ou bien le français, donc, ce que je dis, par exemple, si l'interlocuteur, par exemple, au cours de l'entretien, il commence à parler en arabe et il vous pose une question en arabe, moi, je ne trouve pas que vous pouvez répondre en arabe. Il n'y a pas un problème par rapport à cela. Si lui, il prend l'initiative de vous poser une question en arabe. Donc, dans ce cas, oui. Mais sinon, il faut toujours parler en français. Ok. Effectivement, Canada, par rapport à tout ça, surtout nous, en génie civil, vous allez peut-être passer des entretiens avec des tas d'entreprises qui n'ont pas été à l'école. Ils sont bien, ils gèrent bien, même techniquement ils sont bien, mais ils n'ont jamais été à l'école, ils ont appris le métier sur le tas. Et c'est des patients qui parfois sont illettrés. C'est les gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent même pas un arabe classique, c'est-à-dire l'histoire bien évident. Donc effectivement, vous pouvez être confronté à ce type de personnes, et là vous êtes obligé de parler en arabe, et le langage utilisé parfois peut être apprécié par le recruteur. C'est-à-dire, parce que moi je raconte un peu mon expérience, parce que moi je fais plus les chantiers qu'autre chose. Parfois, même le langage de Dalida, c'est-à-dire les chefs d'entreprise ne sont pas les plus hautes personnes. Il y a vraiment les personnes, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment des personnes, c'est-à-dire qui ont un langage un peu particulier, qui peuvent parler à des ouvriers, qui peuvent parler à des gens, à n'importe quelle personne, quoi. Donc, oui, effectivement, le français, pour ce type d'entretien, n'est pas nécessaire. Peut-être que même un arabe, et pas n'importe quel arabe, c'est vraiment un arabe des quartiers populaires, ça peut être mieux apprécié que la langue de Molière. Exactement. Donc, si on a un entretien dans un chantier, par exemple, avec un chef de chantier, un directeur des travaux, et on commence à parler en arabe, il vaut mieux parler en arabe. Il ne faut pas parler avec un chef de chantier en français, sinon le courant il ne va pas passer, ça c'est sûr et certain. Ok. Donc, vu qu'on est limité un peu par le temps, donc on va essayer, normalement c'était prévu 1 heure, mais là on a déjà débordé, donc on va accorder encore 15 minutes maximum, donc on va arrêter à 12h30. Donc on va essayer de répondre à toutes les questions autant qu'on peut. Donc la question suivante, si on nous demande de parler de notre projet professionnel, est-ce qu'on peut dire franchement qu'on ne compte pas travailler longtemps dans cette entreprise et qu'on souhaite essayer de nouvelles expériences par la suite, si ça fait partie de notre projet professionnel? Est-ce qu'on doit être on va dire franc et le dire directement à son interlocuteur ou bien pas? Alors, non. Alors nous, non, on ne dit pas à notre interlocuteur ou à notre futur recruteur qu'on va pas passer beaucoup de temps chez lui. Non, on le dit jamais.
même si c'est la vérité. Et même si c'est ce qu'on souhaite, on n'est vraiment pas sûr que ça va être le cas. On a beau se dire on va rester 2 ans maximum dans cette entreprise-là, on se retrouve 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça c'est notre retour d'expérience, on se retrouve à 6 ans, 7 ans d'expérience avec la même entreprise, pour différentes raisons, hein. Même si on souhaite quitter l'entreprise à un moment donné, des fois c'est le marché d'emploi qui n'est pas qui ne correspond pas à nos attentes, ou bien on travaille sur un projet dans cette entreprise, on se dit je vais attendre encore un peu jusqu'à ce que je finalise ce projet-là pour boucler mon expérience dans cette entreprise-là avant de passer à autre chose. Donc ça c'est principalement c'est la première raison pour laquelle on n'est même pas sûr justement de passer tant d'années dans cette entreprise-là. Et pour répondre directement à la question, non, on ne le partage pas avec l'entreprise. On parle de notre projet professionnel, oui, en disant que je veux multiplier mes expériences dans différents secteurs d'activité. Si par exemple c'est l'entreprise, je sais pas, c'est un bureau d'études, peut-être que je veux travailler dans ce bureau d'études qui est spécialisé dans les barrages et aussi dans d'autres activités, mais sans lui dire carrément vous ne faites pas les barrages et je vais pas rester dans les barrages toute ma vie. Non, on le dit pas, on dit tout simplement oui, je veux multiplier mes expériences dans différents secteurs d'activité. Je veux créer mon entreprise par la suite, hein. Il y a des ambitions, j'avais pas cette ambition-là, malheureusement, quand je sortais de l'école. Aujourd'hui, je l'ai. Mais si l'un de vous là, oui, c'est un projet professionnel, on peut très bien dire, par la suite, je veux monter ma propre boîte, mais ça ne veut pas dire dans ce sens-là que je vais pas rester avec vous toute ma vie. Et d'ailleurs, aucun recruteur ne souhaite avoir une personne, à durée indéterminée, même si on signe un contrat CDI à durée indéterminée, mais c'est jamais le cas au moment de l'entretien. Mais je répète, on ne le dit pas aux recruteurs, on explique notre projet, mais sans dire que je ne veux pas rester dans cette entreprise longtemps. D'accord, merci Madame Iman. Donc en attendant d'autres questions. Juste pour compléter ce qu'a dit Iman, effectivement, les recruteurs, ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas forcément un candidat qui est là juste pour faire un tremplin, faire 2 années d'argent de partir, parce que chaque recrutement ça a un coût, ça capture, etc., donc ils n'aiment pas ça. Maintenant, parce que moi, je connais mon histoire, un ami, c'est une multinationale, qui a passé les entretiens, je crois, plusieurs à l'époque, et en fait, il s'agissait de plusieurs entretiens. Et jusqu'au dernier, ils n'arrivent pas à départager deux candidats, plusieurs, je pense. Ils n'arrivent pas à les départager. Mais vraiment, au tout dernier entretien, l'un des candidats que je connais, il est actuellement en France. Il a dit, ils leur ont dit, c'est quoi votre projet professionnel, justement? Il a répondu, moi, je compte créer mon entreprise. Donc, ils l'ont tout de suite disqualifié. Comme a dit Iman, c'est-à-dire il ne faut pas leur dire que moi je ne compte pas créer ma boîte, mais dire que je crée ma boîte sur le court terme, ça veut dire que vous êtes là juste pour un tremplin. Vous n'êtes pas là pour l'entreprise, et ça n'est pas du tout apprécié par les recruteurs. Il faut leur faire comprendre que vous êtes là vraiment pour construire ensemble l'entreprise, vous êtes là pour longtemps, pas pour toute la vie, oui, je suis d'accord, mais pas non plus pour 1 an ou 2 ans parce que c'est trop pour toi. D'accord. Merci Selmouli. Donc le message est clair, donc il faut pas dire ça. Ok, donc en attendant d'autres questions, je vais vous poser en fait une question qui est très récurrente dans les entretiens d'embauche, et surtout pour ceux qui travaillent déjà, c'est-à-dire ceux qui sont en cours d'emploi, et donc ils passent d'autres entretiens pour avoir une nouvelle expérience professionnelle. Alors, l'interlocuteur, généralement, il pose la question suivante. Pourquoi vous voulez quitter votre poste actuel? Donc c'est une question qui est très récurrente. Et comment, en fait, il faut répondre à cette question? Parce que quand même, la réponse, elle peut vraiment changer le destin de l'entretien. Donc, comment il faut répondre à cette question? Bon, bien sûr. Ouais. Vas-y, monsieur Mouli. Donc, bien sûr, effectivement, c'est une question qui revient un peu de temps. Lui, il pose la question pour être sûr que ce qui vous pousse à quitter votre ancien poste, vous n'allez pas le retrouver dans son entreprise. Donc, il veut être sûr, quoi. Mais bien sûr, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dénigrer l'ancien employeur ou de parler de manière négative de votre poste ou bien de votre ancien employeur. Mais l'idée, c'est de vous projeter dans le futur. Donc, de parler, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de quitter un poste ou une entreprise, mais plutôt vous voulez rejoindre un poste ou bien une entreprise. Et donc, être dans
dans cette démarche un peu positive et constructive, notamment penser à votre employeur que vous avez gagné en maturité, et donc vous êtes en train de vous projeter dans le futur, vous parlez de ce que vous pouvez apporter, ou bien de ce que le poste va vous apporter ou l'entreprise, plutôt que de délivrer l'ancien employeur. Et en plus, si vous le faites, parce qu'il sait que quand ça marche pas, ou quand ça marche pas très bien avec lui, il sait très bien que lors de votre prochain entretien avec votre prochain employeur, vous allez faire la même chose, vous allez le délivrer vis-à-vis du prochain employeur. Donc c'est un point très négatif à ne jamais faire. Donc il faut jamais... Alors je complète en parlant d'un fait concret. On ne dit pas que je quitte parce que le salaire ne me correspond plus. On ne dit pas que j'ai pas reçu de prime cette année. C'est la vérité, hein. Je dis pas que c'est pas la vérité, c'est la vérité. Mais cette vérité-là, on la cache, on la dit pas. On dit pas que j'ai des embrouilles avec mon responsable hiérarchique direct. J'ai été, je sais pas, j'ai fait une erreur, je me suis embrouillée avec un collègue. Mon collègue, il a eu une augmentation plus que moi, c'est pour ça que je veux plus travailler avec ça. Non, on ne dit jamais ça. On ne dit pas qu'on m'a donné un projet que je refuse, je veux pas travailler dans ce projet-là. Sauf ces raisons personnelles, on les avoue pas. Par contre, si la vérité c'est justement si c'était mon cas, hein, moi je vous dis, j'ai changé deux fois de société. Et réellement, pour chaque cas, ça n'a jamais été le cas de salaire, mais c'était, voilà, je suis arrivée à mon bout de savoir-faire avec cette entreprise-là et je voulais multiplier mes compétences ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Et à chaque fois, c'était toujours mon argument. J'avais aucun problème avec la société, au contraire, je suis toujours en contact avec mes anciens employeurs. Et j'arrive dans cette nouvelle société pour le poste auquel je postule, pour cette société-là, pour le poste exact, pour les nouvelles responsabilités qu'on va me donner. Et je ne parle pas de salaire. Je ne parle pas de salaire quand on répond à cette question-là. La question du salaire vient à la fin pour boucler l'entretien et ça n'a pas une relation directe avec le poste, la société ou bien juste la personne, c'est un tout. Le salaire, ça regroupe tous les aspects que vous discutez pendant votre entretien. D'accord, merci Madame Iman. Donc on passe à la prochaine question, écrite par M. Ayoub. Est-ce qu'on peut se permettre de négocier tous les termes du travail au cours d'un entretien, c'est-à-dire le salaire, conditions de travail, poste, etc., de peur de tomber dans un travail qui ne nous correspond pas? Voilà. Est-ce qu'il faut parler de tout? Ou bien je dirais, autrement dit, quelles sont les informations qu'il faut retenir dans un entretien? C'est-à-dire de la part du candidat. Qu'est-ce qu'il faut retenir, de quoi il faut parler, même si l'interlocuteur n'a pas évoqué un sujet, par exemple la description du poste, est-ce qu'il faut lui poser la question, monsieur, décrivez-moi c'est quoi le poste, c'est quoi le salaire, est-ce qu'il faut parler de tout? Bon, on peut parler de tout, pas vraiment de tout, parce que c'est le salaire qui revient tout le temps. Hein. C'est surtout le salaire, parce que pour d'autres questions, c'est à vous de vous adapter par rapport au salaire. Nous, on vous donne un salaire, mais c'est à vous de vous adapter. On peut discuter de tout. Le salaire n'est pas une bonne, faut pas l'évoquer dès le premier coup, faut laisser de préférence tout ça vers la fin. Même s'il y a, par exemple, plusieurs entretiens à passer, le mieux c'est vraiment de laisser ça vers la fin. On les discute, c'est un point sensible, mais important, on les discute bien sûr, mais on le fait vers la fin parce que là, c'est sûr que le recruteur, quand il évoque ça, il n'évoque pas vous le faites, mais quand vous en parlez à la fin, ça veut dire qu'il est convaincu de votre profil. Donc, et là, vous êtes plus en position de force, et ça vous permet de mieux négocier le salaire. Si c'est au début, si vous ne connaissez pas encore, c'est très bien. Donc, ici, il y a plusieurs entretiens, de préférence, laisser la négociation du salaire, vraiment vers la fin du dernier entretien. Pour qu'on vous gagne pour qu'on vous fasse une bonne production. Maintenant, pour le reste, bien sûr, il y a des choses qu'il faut discuter. Est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est un CDI, par exemple, mais il faut faire attention, c'est parce que si on discute pas, il y a des choses qui vont changer par la suite. Par exemple, si on parle du lieu de l'affectation, nous, on génie civil, quand on fait des projets, je parle pour les gens, par exemple, qui vont faire des chantiers, s'ils disent
il commence à discuter avec le recruteur le lieu de l'affectation, le recruteur il va tout de suite savoir que cette personne, même s'il met dans son CV qu'il est mobile, mais il n'est pas vraiment. S'il pose la question, je vais travailler dans quelle ville. Donc il y a des choses auxquelles il faut faire attention. On peut discuter le salaire, on peut discuter bien sûr le poste, on peut discuter les rémunérations, mais on peut discuter de tout. Mais il y a des choses qui peuvent être mal interprétées par l'interlocuteur. Par exemple, expliquer mon chef. Votre chef aujourd'hui c'est la personne X, mais demain ça va être la personne Y. Donc si vous demandez au recruteur qui vous chef, ça peut être pris comme quelqu'un qui n'est pas qui s'adapte un peu difficilement. Par contre, quelqu'un qui ne pose pas la question, non, moi je m'en fous, entre guillemets, je m'en fous de mon chef, je suis là, je fais mon travail, quelle que soit la personne, je suis sûr de pouvoir m'adapter avec elle. Donc, on peut se demander, mais il faut rester un peu vigilant. Il ne faut pas être trop terre à terre et poser des questions qui sont constructives, seulement. D'accord, merci Silmouli. Donc, prochaine question, pour un ingénieur fraîchement diplômé, est-ce qu'on peut postuler au poste qui demande une expérience de 2 ans par exemple? Si oui, alors comment justifier la question d'expérience lors de l'entretien? Donc, Madame Iman, si vous voulez répondre à cette question. Alors, je pense que non. Je pense que non. Si on est fraîchement diplômé, on ne postule pas à un poste qui demande 2 ans d'expérience. Idem pour d'autres cas. Si on demande un profil qui a 10 ans d'expérience, c'est pas la peine de postuler si on a 2 ans d'expérience. Donc le recruteur sait très bien pourquoi il a demandé 2 ans d'expérience, parce que quand vous êtes fraîchement diplômé, c'est pas avoir une première expérience où vous regardez ce qui se passe dans toute l'entreprise, tous les processus, vous avez quand même une première idée sur l'entreprise que vous n'avez pas quand vous êtes fraîchement diplômé. Répondre clairement à la question, non, on ne postule pas et on ne justifie pas. On n'a pas à justifier d'ailleurs. On vous appellera certainement pas si on postule à un poste de 2 ans d'expérience si on est fraîchement diplômé. D'accord, merci Madame Iman. Une autre question, je crois que je vais répondre à cette question. Si on a tous presque le même profil, comment répondre pourquoi vous choisir et non pas quelqu'un d'autre? Alors je vais répondre rapidement. Donc la meilleure chose c'est de parler de ses valeurs, de son profil, de se vendre et ne pas parler des autres. Tout simplement, vous pouvez dire je ne connais pas les autres. Moi je parle de moi-même. Parce que dans un entretien, vous vous vendez, d'accord, en citant vos qualités, vos compétences, et non pas en disant du mal des autres. Donc c'est ça le truc. La dernière question. Oui. Et surtout c'est la ville, ça veut dire à compétence légale, de mettre l'accent sur les choses qui vous distinguent le plus par rapport aux autres. Si vous parlez une langue par exemple de plus par rapport aux autres, même si, voilà, une langue de plus, si vous avez un portefeuille plus important que les autres, voilà, donc si vous avez une compétence de plus par rapport aux autres, ça il faut le mettre en valeur. Parce que pour le reste, ou bien si vous avez une compétence au niveau de votre comportement en plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, par exemple, qui ne peuvent pas travailler en poste de nuit, voilà, donc qui doivent rentrer, qui ne peuvent pas dépasser 8 heures de travail, par exemple. Donc il faut mettre en valeur ce qui vous distingue par rapport aux autres. Exactement. C'est toujours parler de ses qualités et non pas des défauts des autres. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut savoir à la fin d'un entretien qu'on est recruté ou attendre un appel au futur? Madame Iman, si vous voulez. Non, généralement, on ne le sait pas. Même si des fois le recruteur va vous le dévoiler après, il va vous dire, une fois j'ai passé l'entretien avec vous, je savais que c'était vous la bonne personne, mais il vous le dévoilera jamais à la fin de l'entretien. Donc, vous allez attendre et vous demandez pas, c'est pas la peine de demander, est-ce que c'est bon, je suis recruté ou j'ai été choisi. Non, on ne demande pas, on attend sagement quand on vous rappelle, et quand peut-être vous allez passer un autre entretien. Par contre, là, vous posez la question, c'est quoi la suite du processus de recrutement? Est-ce que je vais passer un autre entretien avec, je sais pas, un autre responsable avec la direction générale? Oui, vous pouvez poser cette question-là. Et pour la réponse finale, vous allez attendre qu'on vous appelle et qu'on vous confirme si vous avez été choisi ou pas. Voilà. Donc il faut toujours respecter, il faut donner du temps en fait à l'employeur pour vous répondre, parce que vous n'êtes pas forcément le seul candidat. Il peut y avoir plusieurs candidats, plusieurs entretiens qui l'attendent. Donc il faut attendre, donner le temps, et voilà. Par contre, il faut poser la question par rapport au processus, quand est-ce que je pourrais avoir une réponse une semaine après ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas hésiter à poser cette question. Alors, vu que le temps presse, on va répondre à une dernière question et après on va clôturer.
Donc, est-ce qu'on peut se permettre de demander une formation à propos du poste de travail qu'on souhaite postuler, auquel on veut postuler? Alors, Monsieur Mouli, si vous voulez. Ouais, bon, demander une formation, ça veut dire que vous n'êtes pas, a priori, vous n'avez pas les compétences pour faire ce poste. Surtout pas pendant un entretien d'embauche. On peut demander ça peut-être après le recrutement, on peut demander des formations, mais demander ça au début, ça veut dire que vous n'êtes pas tout simplement la bonne personne. Si moi je suis recruteur, j'ai au face de moi une personne qui a besoin d'une formation pour faire ce poste, mais de l'autre côté, j'ai une personne qui est déjà prête. Donc évidemment, je vais prendre celle qui est déjà prête. Mais par contre, moi je préfère laisser ça plutôt après. On peut demander des formations après. Alors, je complète rapidement. Je vais donner un exemple concret et ça revient à l'aspect de vérité qu'il faut adopter pendant les entretiens d'embauche. La maîtrise de logiciel, la maîtrise de langue. Vous maîtrisez ce logiciel, vous le dites. Mais vous le maîtrisez pas, vous dites je ne maîtrise pas. Moi, on m'a demandé ce que je maîtrisais, le langage c'est plus, est-ce que vous le maîtrisez pour me faire un développement informatique par rapport à des modes de calcul et tout ça? J'ai dit tout simplement non, je ne le maîtrise pas. Et ça les a pas empêchés de me recruter face à d'autres peut-être qui le maîtrisaient. Et on a sous-traité ça au service informatique et je n'étais même pas obligée de le faire par la suite. Ça peut être un plus, mais si j'avais dit si j'avais menti, je disais que oui, je le maîtrisais et qu'une fois recruté, je l'ai pas, voilà, ils ont découvert que je ne le maîtrisais pas. Ça aurait été vraiment fatal par rapport à ma position. Donc non, n'hésitez pas à dire la vérité et ne demandez pas des formations supplémentaires si vous ne maîtrisez pas quelque chose. D'accord. Donc merci beaucoup, Madame Iman. Donc vu que le temps, donc on a déjà dépassé une demi-heure par rapport à ce qui est prévu. Donc on ne peut pas malheureusement répondre à toutes les questions, même si les questions en fait, on va dire, sont infinies. Hein. Vous pouvez trouver carrément un livre qui parle du déroulement des entretiens. Donc on ne peut pas tout traiter aujourd'hui. Par contre, vous avez les contacts de Madame Iman Zrak et Monsieur Mouli via leur compte LinkedIn. Donc vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez par la suite en leur envoyant des messages directs. Donc vous pouvez faire ça et ça sera ils vous répondront avec plaisir, sûr et certain. Donc je vous remercie Madame Iman Zrak et Monsieur Mouli pour ce partage d'expérience et surtout avec les élèves du département de génie civil de l'école Mehmedia par lequel on est tous passés. Ça fait plaisir. Et donc je rappelle aussi, et je remercie aussi les participants pour leur présence. Il y a déjà 54 participants en ligne maintenant, pour leur écoute et pour toutes les questions qui ont posé. Et je rappelle que ce webinaire il a été enregistré et pour toutes les personnes en fait qui souhaitent revoir ce webinaire, donc le lien il va être partagé dans le groupe Génie Civil Alumni et aussi dans la chaîne YouTube de Monsieur Mouli. Donc vous pouvez revoir le webinaire. Donc je vous cède la parole Monsieur Mouli et Madame Zrak pour un dernier mot avant de clôturer le webinaire. Alors merci Nabil pour cette initiative. Franchement, quand tu me l'as proposé, j'ai été ravie d'y participer parce que ça me fait plaisir d'aider les autres et d'aider particulièrement les étudiants et les alumni de l'ENI et particulièrement le génie civil. Je le répète, oui, je suis à la disposition des étudiants pour répondre à leurs questions. Comme tu l'as dit, il y a plein de questions d'autres qui se posent dans leur tête. Vous pouvez me contacter justement sur mon compte LinkedIn. Ça me fera énormément plaisir de vous répondre. Si je réponds tardivement, mais je finis toujours par répondre. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions, même si vous dites que c'est bête ou c'est trop simple, même si vous trouvez la réponse sur Internet, n'hésitez pas. Des fois, vous avez justement besoin d'avoir une réponse et un retour réel d'une personne qui a peut-être le même profil que vous ou le même parcours professionnel. Donc, concrètement, n'hésitez pas à nous solliciter et on vous répondra, c'est sûr. Merci à vous, merci pour vos questions. Je suis en train de dire les remerciements de tout le monde. Je vous remercie aussi de ma part et on est toujours là pour vous aider. Voilà. Merci Catherine. Merci beaucoup Iman. Merci beaucoup Nabil pour cette belle initiative. Franchement, ça fait vraiment un grand plaisir pour moi en particulier d'échanger
avec les élèves et aussi parce que je sais pas qu'il y a aussi des ingénieurs qui sont en poste, donc c'est vraiment un grand plaisir. Comme Iman, je suis à votre entière disposition pour poser toutes les questions à travers LinkedIn ou mon compte ou bien mon adresse mail. Je suis à votre entière disposition. Que ce soit dans ce cadre d'ailleurs ou dans un autre cadre, hein, il y a vraiment pas de problème de consultation, on se fait avec grand plaisir. Et je souhaite vraiment un bon courage à tous, surtout ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu une première expérience professionnelle. Je suis aussi content de voir aujourd'hui vraiment par rapport à la conjoncture, j'étais très sceptique au début, mais je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'offres et ça redonne vraiment espoir et j'espère vraiment que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, que tout le monde soit en poste, que toutes les personnes, que tous les lauréats soient en poste. Voilà. Merci à tous. Vraiment, merci à beaucoup aussi. D'accord, donc merci Madame Iman, Monsieur Mouli, chers participants. Merci à vous et je vous dis au prochain webinaire et vive l'extrémisme. Salut. Au revoir. Allez, bonne fin de week-end. Au revoir.